Bonjour Marialec. Bonjour Richard de 16. Bonjour Marialec Raffray alors. Vous êtes rédacteur en chef Monde de Valeurs Actuelles. Évidemment, c'est compliqué de parler d'autre chose que du Venezuela en ce moment, mais on essaiera quand même, puisque à partir du Venezuela, on peut aussi parler de la Colombie, on peut parler de la doctrine Monroe de Donald Trump, la doctrine Donroe, comme on dit maintenant. J'allais vous compléter. Ouais. Voilà. Donc, en fait, c'est le monde entier qui est bougé par ce qui vient de se passer au Venezuela. Alors tout d'abord, bonne année à tous les auditeurs, bonne année bien sûr à Radio Courtoisie, plein de bonnes choses pour la radio et ses auditeurs fidèles. Et effectivement, cette année commence sur les chapeaux de roue grâce toujours à l'ami Donald. Qui avait, à la veille des fêtes de la trêve des confiseurs américaines, décidé du sort du camarade Maduro, Nicolas Maduro, donc le président vénézuélien, puisque c'était le 23 décembre, a-t-il expliqué lors de sa conférence de presse de débriefing de l'opération détermination absolue. Il a expliqué que sa décision avait été prise le 23 décembre, mais que les choses avaient un peu duré pour des raisons climatiques de météo. C'est d'ailleurs un parallèle frappant avec ce qui s'était passé pour le D-Day, le 6 juin 1944. L'opération avait été reculée jusqu'à la fenêtre météo. Moi, ça m'a frappé. Et donc, la surprise du chef, donc Donald Trump, c'est l'extraction manu militari et avec à l'aide d'une opération à la fois risquée et audacieuse du président vénézuélien, qui était donc au pouvoir depuis 2013, réélu, enfin plus ou moins réélu, en tout cas, qui avait réussi à consolider par 2 fois son pouvoir, la dernière fois en juillet 2024, et avec une méthode qui était une méthode plutôt dictatoriale que démocratique. Donald Trump a décidé de l'extraire pour le présenter à la justice new-yorkaise, qui l'avait inculpé en 2021 pour trafic de drogue et narcoterrorisme. Ce qui est intéressant, je pense qu'un certain nombre de commentateurs ou d'observateurs sont passés, me semble-t-il, à côté de l'ampleur. L'ampleur du choc est évidemment n'est pas passée inaperçue, mais l'ampleur de la victoire ou du point marqué par les États-Unis, par Donald Trump avec cette opération spéciale, me semble-t-il, est relativement passée inaperçue ou a été sous-estimée. C'est ce que je voudrais essayer d'analyser avec pour vos auditeurs ce matin, expliquer comment en fait, quels sont pourquoi cette opération osée en fait marque véritablement un tournant, non pas tant finalement en matière de politique internationale que de politique intérieure américaine, mais c'est là où les deux se mélangent, c'est que en l'occurrence, cette décision de politique intérieure pourrait remodeler le monde. Donc je m'explique. Première importance de cette opération, et celle-là, elle a été soulignée, elle a frappé évidemment aussitôt l'ensemble des observateurs et même les gens qui n'y connaissaient rien, c'est le caractère de cette opération, détermination absolue, une formidable démonstration de force, de l'efficacité de l'outil militaire américain. Pour resituer cette démonstration auprès de vos auditeurs, beaucoup de choses ont été écrites. De manière synthétique, on peut dire que dans sa nature, dans ses caractéristiques, dans son ampleur et dans son audace, ce type d'opération n'avait pas été faite depuis sans doute l'élimination décidée par Barack Obama d'Oussama Ben Laden en 2011, lorsque non pas les Delta Force, c'est-à-dire les commandos des forces spéciales de l'armée de terre américaine, mais les SEAL, c'est-à-dire les commandos de marine, en fait, les commandos de la Navy américaine, étaient partis d'Afghanistan de nuit pour prendre d'assaut la maison discrète dans laquelle s'était réfugié tranquillement l'ennemi public numéro 1, responsable concepteur des attentats du 11 septembre, dans une grande ville du Pakistan, toute proche d'ailleurs d'un QG de l'armée pakistanaise, bien au chaud, bien à l'abri des militaires pakistanais. Un coup de force qui avait cette fois qui avait pour objectif l'élimination d'Oussama Ben Laden, cette fois
difficulté supplémentaire dans ce type d'opération. L'objectif n'était pas d'éliminer Maduro, de le neutraliser, de le tuer, pour dire les choses clairement, mais de le capturer. Ce qui évidemment, pour ce type d'opération, complique essentiellement la donne, parce qu'il faut réussir à le prendre vivant. Donc on ne saura pas exactement pourquoi, mais toujours est-il, on a compris que les renseignements américains avaient joué un rôle primordial pour localiser le leader vénézuélien dans l'environnement de Caracas, dans lequel il était réputé bouger quasiment tous les soirs. Ça, c'est la première raison, facteur de la réussite, donc un renseignement à la pointe. Évidemment, il faut dire que les Américains sont plutôt à leur avantage dans cette zone qu'ils connaissent depuis des années, je vais y revenir. Deuxième chose, c'est l'ampleur de la palette militaire américaine, plus de 150 avions de tout type déployés pour réaliser un couloir de sécurité à coup de bombardement de la défense antiaérienne, militaire antiaérienne vénézuélienne et aussi des QG décisionnaires de l'armée vénézuélienne, permettant ensuite aux hélicoptères des forces spéciales américaines transportant les fameux commandos Delta de pénétrer de manière sécurisée dans ce couloir pour aller directement chercher le leader et sa femme avant qu'il n'ait le temps de se réfugier dans une pièce sécurisée, le tout au sol. A pris 5 minutes au commando, ce qui est assez remarquable. Rien n'aurait été possible. Oui. On a lu qu'ils avaient dupliqué le palais présidentiel vénézuélien. Et en fait, dans le Kentucky, dans un fort du Kentucky. Le camarade Trump nous explique qu'il a pris sa décision le 23 décembre, mais ça faisait plusieurs mois que l'opération était préparée quand même. Voilà, vous me devancez. Rien donc n'aurait été possible sans l'immense armada navale que Donald Trump avait déployé depuis le mois de septembre au large du Venezuela et dans les eaux des Caraïbes. Les Caraïbes, je vous rappelle, c'est une mer qui est à peu près l'équivalent de la mer Méditerranée, dans lequel vous trouvez de tout petits États, avec d'ailleurs des nationalités comme les Pays-Bas, la France, la Grande-Bretagne, mais aussi de très grands États comme le Venezuela. Le Venezuela, c'est plus de 900 000 km². Donc dans cet environnement, où vous êtes également au cœur de la production de cocaïne mondiale, 3700 tonnes l'année dernière, en 2025 de mémoire, plus 35%. Production de cocaïne qui d'ailleurs prend le chemin des consommateurs plutôt majoritairement par le Pacifique et par la voie terrestre via le Mexique, davantage que par les Caraïbes, si ce n'est pour servir une partie des consommateurs africains et aussi une partie des consommateurs européens. Je ferme la parenthèse. Une armada navale que certains analystes, que certains experts estiment dans son ampleur inégalée, encore un record, depuis quasiment celle qui avait été lancée pour l'invasion de l'Irak en 1990, la première invasion. C'est vous donner l'ampleur en fait de cette armada, des dizaines de navires. À partir de novembre, un porte-avions américain, le Ford. Il y avait aussi donc le fameux navire amphibie d'assaut dont on a parlé, le Hiroshima, sur lequel a fait un stop Maduro prisonnier avant d'aller à Guantanamo, qui est, je vous le rappelle, un petit territoire sur l'île cubaine sous souveraineté américaine, puis ensuite de là, prendre un avion pour rejoindre New York. Dans cette porte-hélicoptère, cette navire amphibie d'assaut, il y avait quasiment plus de 2000 Marines de la fameuse 22e unité expéditionnaire des Marines, qui est l'une de celles qui est toujours finalement que les États-Unis envoient par anticipation sur les mers du globe lorsqu'ils veulent mettre la pression sur un endroit particulier, en disant attention, dans les soutes de ce navire, nous avons de quoi débarquer dans un environnement, comme disent les militaires, permissif, c'est-à-dire où il peut y avoir des résistances. Et puis, vous le disiez, tout avait été planifié depuis des mois. Il faut aussi compter avec les dizaines, les milliers d'hommes et les dizaines d'aéronefs supplémentaires stationnés dans l'ensemble des bases des Caraïbes. J'ai parlé de Guantanamo, on peut parler aussi de Puerto Rico. Il y en a plusieurs. Le président américain, enfin le patron de l'état-major, le patron des armées américaines, le général Duncan, a expliqué que les aéronefs ayant opéré au-dessus du Venezuela avaient décollé d'une vingtaine de bases
bases différentes dans toute la région. C'est pour vous donner en fait l'idée de l'ampleur du déploiement américain, et comme l'avait écrit un expert il y a quelques semaines en amont de ce qui s'est passé le 2 et 3 janvier, lorsque les Américains déploient une telle force, c'est évidemment, ce n'est pas seulement pour faire de la gesticulation, mais il y a en général une action à la clé. Et cette action, c'est la fameuse opération Détermination absolue, qui a duré de mémoire de 22h46 le vendredi 2 janvier au samedi matin 3 janvier à 4h26 de mémoire, ou 28. C'est-à-dire en quelques heures, cette opération audacieuse, risquée, technique, nécessitant une palette que quasiment aucune armée au monde n'est capable de mettre en œuvre jusqu'à preuve du contraire, a été remplie, donc je lui disais avec succès, puisque l'objectif c'était de capturer vivant Maduro, mais avec un succès total, puisqu'il n'y a eu aucune perte américaine dans cette opération, ce qui est quand même à souligner. Il y a quelques morts cubains, visiblement. Ouais, mais ça faisait partie des risques évidemment assumés. Je pense que le message envoyé, c'est le premier message de cette action, c'est finalement quand les intérêts américains sont en jeu, Donald Trump ne recule pas et fait ce qu'il a dit qu'il ferait. Et il a ajouté lui-même lors de sa conférence, avec le soutien de la meilleure armée du monde, on peut le dire, je le cite en tout cas. Et c'est un message, comment dirais-je, qui est à plusieurs, qui s'adresse à plusieurs cibles évidemment. Je crois que la première cible, c'est une autosatisfaction américaine, de voir que les Américains, je vous rappelle par exemple, ont essuyé des échecs cinglants. Le dernier, c'est le retrait américain d'Afghanistan en août 2024, si ma mémoire est bonne, si je dis pas de bêtises, ou 23, je ne sais plus. 23 plutôt. Ouais, 23 ou 22, pardonnez-moi, allez, vous vérifierez. Qui fut un échec patent, à la fois politique et même en quelque sorte technique. Il y a eu plusieurs confirmations que les Américains, évidemment, avaient repris la main sur leur outil militaire, et je pense notamment à l'opération réalisé le marteau de minuit, réalisé aux alentours du 12 juin dernier contre les forces de défense iraniennes, en appui de l'opération israélienne. Mais cette opération marque le grand retour de l'efficacité technique de la force américaine, une efficacité technique qui s'est appuyée sur une décision politique. Elle était risquée. Et Donald Trump a montré qu'il était un vrai chef politique et militaire, en quelque sorte, puisqu'il a assumé de prendre des risques pour réaliser cette opération. Et ça, c'est le premier niveau de lecture de cette victoire. Alors, je voudrais vous poser une question. Il y a une débauche de moyens absolument surprenante, parce que pour faire une opération d'infiltration en étant aidé sur place par ceux qui ont trahi leur pays pour des raisons qui leur appartiennent, et donc faire en sorte qu'il y ait ces complicités intérieures au Venezuela qui a permis à l'armée américaine de conduire cette opération, il n'y avait pas besoin de déployer 150 avions et 150 navires. On pouvait faire ça autrement. On a surtout l'impression... Je suis pas sûr. Ouais, enfin voilà, je suis pas dans le secret des dieux, mais là c'est une opération commando magnifiquement exécutée, une fois plus avec des complicités sur place qui ont permis que pas un coup de feu ne soit tiré par la défense, les défenses vénézuéliennes. Et par ailleurs, ça arrive à un moment précis, c'est-à-dire on venait de publier la nouvelle doctrine stratégique américaine en expliquant que maintenant l'Amérique du Sud avait bien compris, en tout cas devrait bien comprendre qu'elle faisait partie de la zone d'influence américaine. Et on a presque l'impression que c'est une déclaration qui est faite au reste du monde que cette nouvelle stratégie, on la met en application et de la manière la plus spectaculaire possible pour que tout le monde comprenne. Alors, je vais répondre tout de suite à votre question. Je pensais y aller progressivement, à la fin, sais, mais voilà, comme mais d'habitude, on court. Mais je prends la balle au bon. Effectivement, alors je partage pas votre avis sur la débauche de moyens. Je pense que on pourrait en discuter. En revanche, là où vous avez complètement raison, et j'irai même plus loin que vous, c'est en quelque sorte, et c'est ce que j'écrirai la semaine prochaine dans les colonnes de Valeurs Actuelles, c'est que cette opération était quasiment anticipée, annoncée officiellement
plusieurs semaines en avance dans ce fameux document que vous venez de citer, qui est assez incroyable, que j'ai relu hier soir pour préparer notre émission, qui est la fameuse stratégie de défense nationale publiée par les États-Unis début novembre, donc il y a quelques semaines, dans lequel on peut lire par exemple la chose suivante. Je vous cite un extrait de ce document. Après des années de négligence, les États-Unis réaffirmeront et réappliqueront la doctrine Monroe. Donc pour rappel à nos auditeurs, cette doctrine est dictée par le président du même nom, le 5e président des États-Unis au début du 19e siècle, qui, pour faire simple, dénie à l'Europe le droit d'intervenir sur le continent américain. Autrement dit, qui explique que le continent américain, désormais, est la chasse gardée stratégique des États-Unis. Je poursuis la citation. Afin, explique le document, de rétablir leur prééminence, écoutez bien, tous les mots sont importants, dans l'hémisphère occidental. Cet hémisphère occidental, ce sont les Amériques, comme l'écrit plus loin ce document. Je cite toujours le document. Les États-Unis empêcheront leurs concurrents de déployer des forces ou d'autres capacités menaçantes, ou même de posséder ou de contrôler des actifs d'importance stratégique vitale. En 2 lignes, tout est dit. Et d'ailleurs, le document résume d'une formule qui est très limpide comment dirais-je, le réveil des États-Unis vis-à-vis de ce qu'ils ont toujours considéré comme leur précaré stratégique. Pour faire un parallèle et venir sur votre terrain, c'est la thèse que je défends, l'analyse que je défends pour expliquer pourquoi la Russie a pris le risque d'envahir l'Ukraine et de perdre, certains disent, jusqu'à 1 million de morts, de blessés et d'amputer au bout de 5 ans de guerre. Parce qu'elle considère que l'Ukraine est son précaré stratégique. C'est aussi la façon dont la Chine considère Taïwan, en expliquant d'une manière ou d'une autre que Taïwan fera toujours partie de son proche environnement, son jardin, là où personne d'autre ne doit, ne peut, ne devra pas mettre un pied. C'est le même concept. Et c'est là où l'opération américaine, évidemment, du Venezuela est d'importance stratégique, c'est qu'elle accélère la reprise en main, le réveil des États-Unis vis-à-vis de cet environnement donc du Sud, mais aussi du Nord, puisque Donald Trump a largement associé au Venezuela le Groenland, il en fait des caisses, comme dit l'autre, après cette action réussie. Et donc, dans ce document, il y a une formule qui résume l'ensemble de la nouvelle doctrine stratégique américaine vis-à-vis des Amériques. Je cite, « recruter et s'étendre ». C'est littéralement ce qui est marqué. Et finalement, après avoir refusé, dit Washington, plusieurs offres de reddition à son avantage, eh bien Nicolás Maduro vient d'en faire des frais brutalement, en permettant finalement à Donald Trump de réaliser une démonstration de force militaire aux yeux du monde entier, mais aux yeux aussi des voisins et des alliés ou des soutiens de ce fameux Maduro qui sont dans le collimateur de Donald Trump. Et c'est là où c'est intéressant d'expliquer que finalement, cette opération qui a été d'abord davantage lue par les observateurs comme un coup de politique étrangère, Donald Trump, lui, l'a décrypté comme d'abord un coup de politique intérieure. D'ailleurs, lors de sa conférence de débriefing, il a largement parlé des conséquences positives de la neutralisation judiciaire de Nicolás Maduro sur le citoyen américain, sur la criminalité dans les villes, sur l'accès à la drogue pour les jeunes Américains, sur les problématiques migratoires. Ces 3 facteurs-là ont été mis en avant, non seulement par Donald Trump, mais aussi par Marco Rubio, qui est pour le coup
un des piliers majeurs de cette nouvelle du rétablissement américain en Amérique du Sud. Je cite Marco Rubio qui a donné une interview à la télévision ABC dimanche 4 janvier, dans lequel il explique, et à mon avis tout est dit, il corrige en fait les analystes internationaux, en particulier les Européens, qui, comme d'habitude, ont du mal à comprendre ce que fait Trump. Il dit la chose suivante: l'ensemble des observateurs de la politique étrangère, je le cite, pensent que tout est la Libye, tout est l'Irak, tout est l'Afghanistan. Or, ce n'est pas le Moyen-Orient et notre émission ici est différente. Il s'agit du continent américain. Autrement dit, nous sommes chez nous. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le président américain et son équipe dénient le fait d'avoir eu besoin de recourir au Congrès pour actionner les forces militaires, même de cette ampleur-là, parce qu'ils expliquent que ce n'est pas une invasion, ce n'est pas une guerre, mais c'est une opération finalement une opération de police, de justice, dans un cadre légal. Et le cadre légal est le suivant: c'est le fameux décret qu'il y a quelques mois, Donald Trump avait fait prendre par son administration, pour assimiler tout ce qui concerne les trafiquants de drogue, les criminels, les bandes criminelles et les cartels liés de près ou de loin à ce business, à des terroristes. Et c'est cet argument juridique, cette argutie juridique légale qui fait que Donald Trump n'a pas besoin de passer devant le Congrès. Et cela vient également accréditer l'idée que pour les États-Unis, l'Amérique du Sud est redevenue sa cour. Son jardin intérieur, c'est une extension de son fameux homeland, donc de la sécurité de son homeland, pour reprendre les expressions consacrées par les experts de la sécurité américaine. Donc vous voyez et c'est là où les choses s'articulent avec la politique internationale. Je vais y venir après. Je voudrais juste terminer sur les objectifs intérieurs. Donc j'ai parlé des cartels de drogue, des bandes criminelles et de l'immigration. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, Maduro n'était pas à la tête d'un cartel de drogue au sens propre du terme, car ceux qui produisent et qui exportent de la drogue, ce sont davantage et en priorité les Colombiens, les Mexicains, les Bolivariens, les Péruviens, tous ces gens-là. En revanche, Maduro avait façonné depuis 2013 au pouvoir à Caracas une espèce de zone de non-droit et d'accueil amical pour l'ensemble des réseaux liés de près ou de loin à la criminalité organisée et aux mafias et à la drogue. Et donc, en quelque sorte, c'était un refuge, une espèce de zone grise dans laquelle il accueillait tous ces gens-là. Et ça allait jusqu'à, dit-on, des réseaux liés aux mafias de la drogue du Moyen-Orient, et en particulier celle du Hezbollah et des mollahs chiites iraniens qui faisaient leur petit trafic entre l'Amérique du Sud et le Moyen-Orient via, dit-on, Caracas en particulier. Pas que, mais également Caracas. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, les Américains ont porté un coup global à cet homme qui avait permis de créer ce refuge. Deuxième chose, en mettant par terre l'économie vénézuélienne depuis 2013, pas seulement, mais depuis 2013, Nicolás Maduro a accéléré l'exode massif des Colombiens. Ils sont à peu près 30 millions, 25 millions, 28 millions, et on dit qu'environ 8 millions ont pris le chemin de l'exode. Évidemment, en priorité, l'élite vénézuélienne, très bien formée, et qui a pris en particulier le chemin des États-Unis. Les statistiques indiquent que la nationalité la plus représentée dans les demandeurs d'asile ou les immigrants illégaux qui se pressent aux frontières des États-Unis, ce sont les Vénézuéliens. Et on sait qu'il y en a environ 900 000 qui sont rentrés aux États-Unis. Il y en a un peu plus de 3 millions qui ont trouvé refuge en Colombie, ça d'ailleurs au Colombie et au Pérou, ce qui a d'ailleurs posé des problèmes considérables de sécurité et de criminalité. J'en ai parlé avant Noël à propos du Chili. Et 1 million environ aurait également échoué, trouvé refuge en Espagne, où Pedro Sanchez, le socialiste Sanchez, s'époumonne pour prendre la défense de ses camarades socialistes sud-américains. Ce qui est intéressant, parce que l'Espagne n'avait pas reconnu pourtant l'élection de Maduro. Exactement. Donc tout ça est paradoxal. Et puis, troisième, voilà, et c'est là où on vient sur le champ international. Et troisième point,
le président Trump a cité lors de sa conférence de presse, il a dit nous allons reprendre en main le pays, nous allons gérer, piloter la transition politique, le processus de transition politique. Donc autrement dit, les États-Unis, de près, de loin et d'une manière qu'il est encore un peu difficile de décrypter aujourd'hui, installent un proconsulat sur le Venezuela. Disent qu'ils vont installer. Et surtout, et c'est le quatrième argument de politique intérieure, les États-Unis disent qu'ils vont remettre la main sur le pétrole qui, d'après Donald Trump, leur appartenait puisque, selon lui, les différents pouvoirs socialistes en place auraient spolié les compagnies américaines de leurs droits sur les gisements pétroliers vénézuéliens. Il est vrai que, historiquement, ce sont des compagnies américaines qui, dès les années 1920, ont mis en valeur le pétrole vénézuélien, mais l'histoire de la spoliation est plus ou moins incontestable, car il y a eu un certain nombre de, d'actes pour défrayer les compagnies. Enfin, les choses sont plus compliquées que ça, si vous voulez. On peut être assez tranquille sur le fait que les choses soient plus compliquées que ce que Donald Trump les présente. Voilà. Toujours est-il que finalement, le point n'est pas là. Le point est que Donald Trump veut mettre la main, considère qu'il a un droit de regard, et plus qu'un droit de regard, sur les immenses réserves du pétrole vénézuélien. Je vous rappelle que le Venezuela est réputé détenir à peu près 17% des réserves mondiales prouvées de pétrole. Et les États-Unis considèrent avoir un droit de regard sur ces réserves. Alors là, beaucoup de choses ont été dites, écrites, à mon avis, imprécises. Je pense que Donald Trump a deux objectifs. Le premier, c'est relancer de manière importante l'ensemble des raffineries du golfe du Mexique, que lui appelle maintenant le golfe d'Amérique, qui se trouve au large, en Louisiane et au large de la Louisiane, qui ont été conçues il y a 20 ou 30 ans pour absorber spécifiquement le pétrole vénézuélien, qui est en fait un pétrole lourd et sulfureux, qui a beaucoup de soufre, et qui est un pétrole compliqué, onéreux à raffiner, et qui nécessite des installations très particulières. Et comme les Américains ont mis en place des sanctions économiques contre le Venezuela, notamment à partir de 2017, les tuyaux s'étaient en quelque sorte réduits quasiment à zéro, pas tout à fait, puisque Exxon avait toujours un droit de regard sur les champs pétroliers, mais l'ensemble de cette infrastructure qui coûte des milliards de dollars était menacé d'obsolescence, et là Donald Trump va redonner aux compagnies américaines, remettre en place un pipe, enfin c'est ce qu'il veut faire, pour alimenter ces raffineries. Première chose. Et deuxième chose, et c'est là où on rentre sur la politique internationale, et ça recoupe ce que j'ai les extraits du fameux document de sécurité américain que je viens de citer. Les Américains veulent couper l'herbe sous le pied des Chinois, qui sont aujourd'hui les premiers acheteurs de ce fameux pétrole lourd vénézuélien. Clairement, les Américains veulent sortir les Chinois du pétrole vénézuélien. D'ailleurs, en fait, ils ont décidé désormais de sortir les Chinois d'Amérique du Sud. Donc, d'une pierre intérieure, Donald Trump fait aussi plusieurs coups extérieurs. Il coupe l'herbe d'abord sous le pied de la Russie, qui était le dernier allié de Maduro. Encore un échec, un échec plutôt symbolique d'ailleurs, mais un échec quand même de Vladimir Poutine en Amérique du Sud. Vladimir Poutine est sorti du jeu vénézuélien, et le vrai échec, le vrai succès américain et la vraie défaite sur le plan international, c'est celle de la Chine, qui se voit extraite manu militari comme Maduro des champs pétroliers vénézuéliens. C'est, je pense, le signal majeur qui est donné à la Chine, mais non pas dans le cadre d'un affrontement mondial, mais dans le cadre d'une décision américaine de se réapproprier son empire historique, de recréer son empire historique, qui est l'empire américain au sens large du terme. Donc le signal est clair, la mairie de Donald Trump accélère son retour au premier rang en Amérique du Sud, mais on en a parlé tous les deux, Richard, avant Noël. Ce n'est que la continuation par des moyens plus brutaux d'une politique qui avait déjà été déployée, une politique d'influence déjà déployée pour revenir en force sur le continent américain.
il nous reste... C'est fini. C'est fini. Eh bien, d'un mot, lorsqu'il y a eu les dernières élections législatives en Argentine en octobre, l'Américain Trump avait dit « Je sauve le peso argentin à la condition que les Argentins votent pour celui qui va poursuivre les réformes ». C'était déjà une forme de chantage. Et les Argentins ont dit « Banco ». Ils ont acheté le partenariat de Trump qui leur dit « On vous aide à exploiter les ressources et on vous apporte la prospérité ». L'opinion publique sud-américaine est aujourd'hui plutôt favorable à ce discours. Merci beaucoup, Méridec Raffray, et à la semaine prochaine.